Bonjour et bienvenue à tous à ce webinaire Acceptabilité sociale des mesures en transport actif. Mon nom est Blaise Rémiard, je suis responsable transport et urbanisme au Conseil régional de l'environnement de Montréal et ça me fait plaisir de vous rencontrer aujourd'hui dans le cadre de la campagne J'embarque, les rendez-vous de la mobilité durable de l'île de Montréal. C'est une campagne qui revient chaque année en septembre pour promouvoir les idées et les acteurs de la mobilité durable à Montréal. Parmi ces acteurs, nous sommes membres d'une grande démarche qui s'appelle Montréal physiquement active, qui fait la promotion, entre autres, du transport actif, dimension cruciale de la mobilité durable. Et c'est dans ce cadre-là que c'est fait l'étude, les initiatives municipales sur l'aménagement urbain et la voirie lors de la pandémie de COVID-19 qui a été développée, menée par Sophie Paquin et Myriam Guillemette qui sont présentes aujourd'hui. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Il y aura donc aujourd'hui une présentation de cette étude et ensuite un panel où vont se joindre avec nous Billy Wash, qui est président de l'Association des sociétés de développement commercial de Montréal, et Louis Simard, qui est professeur agrégé à l'École d'études politiques dans le programme d'administration publique de l'Université d'Ottawa. Donc, deux personnes très bien parlées pour se joindre à nous sur la conversation de l'acceptabilité sociale des mesures. Alors, présentation de Myriam, ensuite de ça, panel, et on finira avec une période de questions du public dans lequel vous pourrez là, poser des questions. Vous pouvez écrire vos questions dans le chat, dans la section Q&R, ou simplement lever la main si c'est plus facile. On va vous permettre d'ouvrir votre micro alors pour que vous puissiez poser votre question directement. Que dois-je dire d'autre? Oui, bien sûr, remercier nos partenaires. Alors, les partenaires de l'étude, Montréal physiquement active, ainsi que l'Association pour la santé publique du Québec et les partenaires de la campagne J'embarque, donc l'Agence de mobilité durable de Montréal, ainsi que Montréal physiquement active, la Fondation familiale Trottier et je ne dois pas l'oublier, non les moindres, la Fondation du Grand Montréal. Alors là-dessus, je vous cède la parole, Sophie, pour présenter l'étude et nos panélistes par la suite. Parfait. Bien, merci beaucoup, Blaise. Alors, bonjour tout le monde. Oh, alors, aujourd'hui, nous allons présenter les... Pardon? C'est moi qui n'entends rien. Oui. Ah, d'accord. Donc, tout ça pour vous dire que nous allons vous présenter des résultats de recherche très intéressants. Et c'est une recherche qui a été menée principalement par Myriam Guillemette, qui est postdoctorante là, au département d'études urbaines et touristiques. Donc, je te cède la parole, Myriam. Merci, Sophie. Merci, Blaise. Laissez-moi juste partager mon écran. Donc, comme Sophie l'a dit, on va vous présenter aujourd'hui les résultats de cette étude qui portait sur les initiatives municipales sur l'aménagement urbain et la voirie pendant la pandémie de COVID-19. Une étude réalisée avec la SPQ, MPA et l'UQAM et financée par Mitax. C'est une étude, en fait, qui avait pour objectif de documenter l'implantation et l'évaluation de l'acceptabilité sociale des différentes mesures qui ont été mises en place à Montréal pendant la pandémie de COVID-19. De cette documentation, on voulait réaliser un recueil de bonnes pratiques en matière de santé, d'aménagement et d'acceptabilité sociale qui nous permettrait d'avoir des mesures et des pratiques qui seraient transférables à d'autres villes et à d'autres contextes futurs. En y allant, premièrement, comment expliquer un peu qu'est-ce qui nous a mené à identifier ces certaines mesures et pratiques-là. On a réalisé dans un premier temps un portrait montréalais, c'est-à-dire qu'on a évalué qu'est-ce qui s'est fait pendant la pandémie de COVID-19 à Montréal en faisant un inventaire des différentes stratégies d'action mises en place pendant la pandémie. On a regardé ici les documents réalisés par la ville, d'autres institutions de santé publique et des documents de littérature grise. Ce portrait, dans un premier temps, était comparable à un premier recueil de bonnes pratiques qui faisait la catégorisation des mesures qui ont été mises en place dans des villes qu'on pouvait décrire comme étant réputées innovantes pour le transport actif. C'est-à-dire qu'on a regardé ce qui s'est fait à New York, par exemple, à Londres, à Paris, à Toronto, etc.
On a également regardé des critères de bonne pratique qui étaient déjà identifiés avant la pandémie par rapport au déplacement actif et l'accessibilité universelle par différentes agences de santé publique. On s'est basé ici sur un corpus mis en place par la Direction régionale de santé publique, la Fédération canadienne des municipalités, NACTO, l'INSPQ, le ministère des Transports et l'Organisation de coopération et de développement économique, le CDE. Ça nous a permis de constituer un premier corpus de 31 mesures et principes. Ces mesures et principes, on a pu catégoriser en 4 catégories principales, soit les pratiques et les mesures de gouvernance, les principes d'aménagement, les stratégies d'implantation et les aménagements spécifiques. En y allant un peu rapidement, les pratiques de gouvernance, on avait par exemple l'importance d'avoir une cohérence des mesures, de fonder ces mesures sur des données scientifiques actuelles. Par rapport aux principes d'aménagement, si on prend le contexte de Montréal, l'accessibilité hivernale s'identifiait comme une mesure d'importance, la sanitarisation des lieux publics. Par rapport aux stratégies d'implantation, on a vu par exemple l'importance d'avoir un plan en itinérance et peut-être aussi de faire la promotion des transports actifs. Par rapport aux aménagements spécifiques, il y a une liste d'aménagements qui ont ressorti comme étant des bonnes pratiques d'aménagement sur lesquelles on va revenir par après, mais on peut mentionner par exemple les corridors sanitaires et les rues piétonnes et les partagées, etc. Qu'est-ce que nous a donné cette première étude? Ça nous a permis de constater une concordance du cas montréalais, c'est-à-dire qu'une majorité des mesures mises en place pendant la pandémie COVID-19 à Montréal étaient recommandées par diverses institutions. On a quelques mesures qui ont été mises en place par d'autres villes qui n'étaient pas présentes à Montréal. Par exemple, à Berlin, il y a un moment où il y avait une nécessité d'avoir un test de dépistage négatif pour accéder au commerce. À Vancouver, ils ont mis en place une plateforme de commentaires en direct sur les mesures. Et à Paris, par exemple, on avait la présence d'une subvention aux employés pour les déplacements actifs. Et en fait, cette comparaison, on s'est ensuite penché sur l'acceptabilité sociale. Ce qui est important, un des constats les plus importants par rapport à l'acceptabilité sociale, en fait, c'est la multiplicité des définitions et des mesures d'évaluation de l'acceptabilité d'un projet. La notion d'acceptabilité est d'autant plus importante parce qu'elle permet d'évaluer les mesures et les initiatives mises en place pendant la pandémie. Et elle nous permet de comprendre les points de vue des acteurs et ce qui a mené à l'élaboration des différentes mesures. On s'est penché ici sur la définition mise en place par le gouvernement du Québec qui juge l'acceptabilité sociale comme un jugement collectif. On s'est également inspiré des discussions de travail qu'on a eues avec des partenaires MPA, des experts du milieu pour densifier cette définition. Donc, certains éléments qui viennent à définir notre définition opératoire du concept étaient l'acceptabilité sociale comme un procédé évolutif dans lequel il faut prendre en compte les droits des populations, mesurer les conséquences et les risques des aménagements. Il y a une nécessité d'inclure une dimension de souplesse dans l'évaluation de l'acceptabilité. Il faut prendre en compte le rôle du débat politique dans la définition et dans l'application de l'acceptabilité sociale. Il faut reconnaître celle-ci en tant que seuil minimal qu'on doit atteindre. Et l'acceptabilité sociale se doit d'avoir une certaine représentativité de la population. Prenant en compte ces définitions opératoires, on a mené une première revue de presse, c'est-à-dire qu'on a regardé ce qui s'est dit dans les discours de presse entre le 1er avril 2020 et le 1er avril 2021 par rapport aux mesures qu'on peut définir comme étant des mesures COVID. Ici, on a constitué un corpus des 5 quotidiens montréalais les plus fréquentés, c'est-à-dire 24 heures Montréal, le Journal Métro, La Presse, Le Devoir et le Journal de Montréal. Et on a analysé les discours en fonction de 5 enjeux principaux qui ressortaient, c'est-à-dire l'accessibilité universelle, les enjeux de communication avec les citoyens, la sécurité, la signalisation et les problèmes de stationnement. De cette première revue de presse ici, on a vu qu'il y avait 2 aménagements qui ressortaient particulièrement, c'est-à-dire les rues piétonnes et le réseau Express Vélo. Le réseau Express Vélo n'était pas une mesure de pandémie, mais on a vu dans la presse une tendance selon laquelle la revue devenait une mesure que les journalistes définissaient souvent comme une mesure de pandémie. Cette revue de presse a fait ressortir les cas les plus abordés et les enjeux selon lesquels ils étaient les plus critiqués. On a ici premièrement le corridor sanitaire Rachel, qui a été le plus critiqué par rapport à la sécurité et le retrait des espaces de stationnement. Le REV Bellechasse avec la communication avec les citoyens et la sécurité, et en allant du plus critiqué au moins critiqué. Qu'est-ce que nous a donné cette première analyse? Donc,
Ça nous a permis de voir, en regardant les discours de presse, une surreprésentation des points de vue négatifs et des acteurs les plus insatisfaits, ce qui est quand même assez normal quand on fait une revue de presse. On a vu aussi une confusion autour des mesures mises en place à partir d'avril 2020, c'est-à-dire que l'ensemble des mesures qui ont été implantées sur le territoire ont souvent été considérées comme des mesures qui découlaient de la pandémie. Ça nous a permis, comme on l'a pu le voir, d'identifier les cas les plus controversés et les plus critiqués. Et ça nous a aussi permis de voir qu'il y avait une concordance dans la presse à ce qui a été dit par l'Ombudsman dans son rapport de décembre 2020. On a ensuite densifié notre champ d'action de la recherche, c'est-à-dire qu'on a pris 4 de ces aménagements et on est allé plus en profondeur dans l'analyse de presse. Les 4 cas qu'on a décidé d'observer étaient le corridor sanitaire Rachel, le projet de piétonisation de la rue Saint-Laurent, la voie active sécuritaire, le VAS Gouin, et le réseau Express Vélo Bellechasse. Ici, en densifiant notre corpus, on est allé avec des critères d'analyse qui étaient le processus d'implantation, les objectifs énoncés par la ville, la présence et de consultation pré- et post-implantation et les différentes réactions sociales des acteurs impliqués. En y allant premièrement avec le corridor sanitaire Rachel, qui a pris la forme d'une piste cyclable double et d'une voie piétonne sur la rue Rachel, spécifiquement entre les avenues de l'Esplanade et Christophe Colomb. Ici, on a eu un constat assez sévère dans la presse, c'est-à-dire que, premièrement, on a eu une tendance à définir les manifestations, c'est-à-dire qu'il y a eu 2 manifestations distinctes qui se sont tenues contre la forme de l'aménagement. Les enjeux qui ont été énoncés dans la presse étaient liés à l'accessibilité universelle, au retrait des arrêts d'autobus et à l'accessibilité des services d'urgence. On a eu dans la presse une remise en question de l'utilité de l'aménagement par les résidents et par les journalistes. Ce qu'on a vu par les journalistes, c'était souvent une sous-utilisation, c'est-à-dire que le fait que la partie piétonne était moins utilisée que d'autres aménagements a été mobilisé pour critiquer l'aménagement et l'administration municipale. Dans la presse, le corridor sanitaire Rachel a parfois été représenté comme une initiative opportuniste. Ce qu'on en tire comme leçon du corridor sanitaire Rachel, c'est la nécessité d'une analyse préliminaire relative aux besoins des différents acteurs, sur lesquels on reviendra par après. Si on y va dans un deuxième temps sur la piétonisation de la rue Saint-Laurent, pour définir un peu, c'était un projet de piétonisation qui n'a pas été réalisé, qui a été annoncé en mai 2020 et mis de côté en mai 2020. Il s'agissait ici d'ajouter une voie cyclable unidirectionnelle, des espaces pour les piétons et la création de terrasses selon le concept de Transit Mall à l'intérieur d'un tronçon de la rue Saint-Laurent, situé dans la Petite-Italie, dans l'arrondissement de Rosemont. On a vu ici une opposition des commerçants en amont, c'est-à-dire dès l'annonce du projet. On a eu un désaccord marqué entre les acteurs, notamment la Société de développement commercial et l'arrondissement. On a eu une dénonciation ici de l'absence de consultation publique auprès des commerçants. On a eu une dénonciation par rapport à la forme du projet, mais également, on a eu des voix qui ont sorti par rapport à la pertinence potentielle d'une piétonisation partielle ou par horaire. Ici, ce qu'on en tire comme leçon ici, c'est un truc qui est d'ailleurs souligné par les journalistes, c'est la souplesse de la municipalité de l'arrondissement, c'est-à-dire qu'on a eu un recul et on a eu une possibilité d'adaptation du projet. L'élément de souplesse, en fait, constitue un des éléments les plus importants par rapport à l'acceptabilité sociale, comme on va le définir dans le cadre de nos conclusions. Le troisième aménagement qu'on a décidé d'observer est la voie active sécuritaire Gouin, située sur le boulevard Gouin, entre le boulevard Michel et l'avenue Bruxelles. Un aménagement qui a pris la forme d'une piste cyclable bidirectionnelle et de la mise en place de sens unique automobile. C'est un projet qui a été annoncé en mai 2020 et démantelé en août 2020, suivant certains retards dans les travaux. L'élément le plus important à retenir par rapport au VAS Gouin sont la présence de désaccords internes néfastes, c'est-à-dire que le VAS, comme le corridor sanitaire Rachel, a été critiqué par certains acteurs par rapport aux enjeux de sécurité, au retrait des arrêts d'autobus, qui venaient complexifier les déplacements des aînés, dont on dénote une forte présence dans le secteur. On a organisé une manifestation citoyenne en opposition à l'aménagement, mais contrairement au corridor sanitaire Rachel, on avait dans la presse certains résidents qui désiraient maintenir l'aménagement en raison du peu de pistes cyclables et de corridors piétons dans le secteur. L'élément le plus important a surtout été les échanges conflictuels sur les réseaux sociaux qui ont eu lieu entre l'arrondissement de Montréal-Nord et la Ville-Centre sur certaines modalités par rapport au VAS, notamment la forme de l'aménagement,
et le démantèlement de l'aménagement. Ici, le VAS vient surtout témoigner de l'importance d'une gestion intégrée et d'une coordination entre les différents paliers de gouvernement dans l'accroissement de l'acceptabilité sociale d'un projet. Notre dernier cas est le réseau express vélo Bellechasse, qui sert ici de comparatif d'intérêt. Donc, comme on l'a dit, le REV n'est pas nécessairement une mesure de pandémie, puisque celui-ci a été annoncé en 2018, mais l'implantation du REV Bellechasse a eu lieu en juillet 2020. C'est pour ça qu'il faut prendre en compte ici la confusion citoyenne et journalistique par rapport aux mesures de COVID. On a vu que les principales critiques par rapport au REV Bellechasse avaient été en lien au retrait des places de stationnement et à la notion de la gestion hivernale. Le REV vient ici témoigner de l'importance d'une coordination entre la ville-centre et les arrondissements et d'une transmission adéquate des informations aux citoyens, c'est-à-dire le suivi de compréhension quant à la justification et quant aux mesures d'implantation de l'aménagement. Ça vient également témoigner de la pertinence de l'adaptabilité, notamment dans le cadre du calendrier de réalisation des travaux. Donc, on a potentiellement assisté avec le REV Bellechasse à un phénomène qu'on peut considérer comme étant une saturation des mesures. Donc, l'ensemble des mesures liées à la pandémie de COVID-19 a peut-être créé cette certaine confusion et a amené à une réduction de l'acceptabilité sociale du projet. En effectuant un retour avec les experts d'MPA, ceux-ci nous ont fait part de certains éléments qui venaient également s'insérer dans ce contexte d'accroissement de l'acceptabilité sociale. Donc, comme on vient de le dire, l'importance est toujours là de s'assurer d'une compréhension auprès des citoyens, mais également auprès des autres acteurs responsables de l'implantation. Car selon les experts, il y a eu d'autres confusions qui ont eu lieu, mais dans ce cas-ci, par rapport à l'usage et à l'implantation des rues familiales et actives. Les acteurs nous ont également parlé de la pertinence de l'animation des aménagements et des parcours, comme on a pu le voir sur la rue Ontario, ce qui peut contribuer à créer un sentiment d'appartenance par rapport à l'aménagement et contribuer à son acceptabilité sociale. Les experts nous ont aussi fait part de l'importance d'une offre de services complémentaires aux aménagements de base, prenant par exemple le cas de la pandémie de COVID-19, où on a eu l'implantation de toilettes publiques chimiques dans l'arrondissement Ville-Marie et le maintien de l'ouverture du jardin botanique. L'ensemble de ces mesures additionnelles ici viennent contribuer à mitiguer les contraintes de temps et budgétaires et le contexte social qui était particulièrement anxiogène dans le cas de la pandémie de COVID-19. Ceux-ci nous ont finalement fait part d'une observation qu'on avait déjà observée, c'est soi-disant le rôle soutenu des acteurs économiques. Donc, en étudiant certains cas, notamment la piétonisation de la rue Saint-Laurent, on a vu que les acteurs économiques ont une voix qui est peut-être plus forte par rapport à l'acceptabilité sociale des projets. Prenant en compte l'ensemble de ces acquis, on a pu diviser les principes et les mesures qui résultaient de notre recherche et les diviser en fonction de 5 phases d'implantation de l'aménagement. Ces 5 phases sont l'analyse préliminaire, l'analyse d'implantation, le procédé d'implantation, la phase post-implantation et la phase dite en continu. Donc, en y allant en ordre, l'analyse préliminaire, les éléments qui permettent d'accroître, selon nos résultats de recherche, l'acceptabilité sociale sont la transparence du milieu gouvernemental, la mobilisation de concepts urbanistiques innovants comme l'urbanisme durable, le transport actif, etc., le fondement des mesures sur des données factuelles solides et la collaboration intergouvernementale. Par rapport à l'analyse d'implantation, il est plus que nécessaire de prendre en compte l'accessibilité universelle, car lorsque celle-ci n'est pas atteinte, a une influence directe sur le niveau d'acceptabilité sociale d'un projet. La prise en compte du rôle des commerçants et des acteurs économiques, comme on l'a mentionné, l'importance d'une approche coordonnée, d'une collaboration interinstitutionnelle, comme on a pu le voir avec le corridor sanitaire Rachel, où la ville a décidé un peu des plans d'implantation en consultant notamment les services d'urgence du secteur. La prise en compte des inégalités structurelles présentes sur le territoire. Par rapport au procédé d'implantation, comme on l'a mentionné, l'importance de la transmission adéquate de l'information aux citoyens et la présence d'une signalisation adéquate sur le terrain. La phase post-implantation, on retrouve cet élément de suivi de l'implantation par rapport notamment à la sécurité, mais à la compréhension de l'information. Et finalement,
l'élément qui s'illustre comme étant l'un des plus importants. Et cette phase en continu est la notion d'adaptabilité. Donc, l'acceptabilité sociale, en conclusion, est régie par cette notion d'adaptabilité dans les mesures, dans l'implantation et dans le suivi. Donc, voilà. Parfait. Bien, merci beaucoup, Myriam, pour nous avoir présenté quand même succinctement, mais avec toutes les nuances qu'il fallait, là, les principaux résultats de cette recherche, qui est quand même en plusieurs volets, là, qui est quand même très bien documenté. J'ouvrirai donc le panel, s'il vous plaît, avec nos trois intervenants. Dans un premier temps, je vais porter, Myriam, à te poser la première question, vu que tu viens de nous présenter les résultats. Donc, on constate quand même que l'acceptabilité sociale, c'est une notion qui n'est pas facile à cerner. Il y a plusieurs définitions, il y a des nuances, tout ça. Et ma première question, c'est avec le recul, ou en tout cas le petit recul que tu as, parce que tu avais quand même les mains pas mal dans les données dernièrement, est-ce que c'est un concept qui est utile dans le débat public ou plutôt le fait de parler d'acceptabilité sociale, ça fait juste amener comme plus de confusion à l'implantation de bons projets? C'est sûr que c'est un concept quand même qui est parfois un peu discuté avec émotion, mais c'est sûr que c'est un concept qui est important, surtout par rapport à la participation des citoyens. Donc, ne pas considérer l'acceptabilité sociale, c'est en fait ne pas considérer l'opinion des citoyens par rapport aux différents aménagements. Et le fait d'inclure des modalités transparentes qui permettraient d'accroître et de calculer l'acceptabilité sociale va générer généralement plus d'acceptabilité sociale encore, favorisant ici la participation des citoyens, mais créant un certain mouvement d'éboulement positif. Parfait. Je te remercie, Myriam. Et je serais portée à poser une question à M. Simard. Pour vous, on voit, là, vous avez entendu les données qu'on a présentées, tout ça. Est-ce qu'effectivement, ça amène quelque chose de plus de traiter là, la question d'acceptabilité sociale dans ce projet? Puis aussi, la question qu'on peut se poser, c'est comment détermine-t-on comment un projet est socialement acceptable ou non? Nonobstant les différentes définitions que la recherche a mises, mais comment on peut définir comment est un projet socialement acceptable ou non et qui, justement, dans le débat public, qui est souvent fragmenté, polarisé, peuvent être les juges légitimes de cette acceptabilité sociale? Merci de l'invitation, puis bravo aussi pour l'étude, la présentation aussi. C'est vraiment intéressant, c'est particulier parce que là, on est en plus dans un contexte où on va évaluer l'acceptabilité sociale, mais dans un contexte tout à fait particulier, celui de la COVID, avec un état d'urgence, avec donc, derrière tout ça, il y a l'idée de dire, est-ce qu'on a quand même besoin de l'acceptabilité sociale lorsqu'on veut faire des projets aussi nobles, aussi vertueux, alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, en 2021, peu importe ce qu'on fait, on va rencontrer de l'opposition. Donc, je pense que l'acceptabilité sociale, aujourd'hui, ce n'est pas juste utile, c'est nécessaire. Moi, dans les travaux que j'ai faits, là, qui remontent jusqu'au début, jusqu'à la création du Bureau d'audience publique sur l'environnement, cette notion-là, elle est là, elle existe depuis longtemps. Maintenant, on la nomme acceptabilité sociale, mais c'est l'idée qu'on ne peut pas faire des choses aujourd'hui, même si elles sont excellentes, merveilleuses, fantastiques, en entrant ça dans la gorge de la communauté ou des différentes parties prenantes. On se doit absolument de chercher cette acceptabilité sociale. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? Mais on va être dans une situation où on va être obligé de reculer. On va être dans une situation où, en fait, ça va cafouiller, ça va se crisper et puis on ne pourra plus aller de l'avant. On va avoir gaspillé temps, ressources. Donc, c'est une notion à prendre en considération absolument dès le départ. Et c'est important de concevoir l'acceptabilité sociale comme un résultat et non pas comme un procédé ou un processus. Il y a beaucoup de confusion dans la littérature autour des définitions, puis je pense qu'une partie du problème, c'est ça, c'est de voir l'acceptabilité sociale comme un procédé en disant, ben, on a fait ce qu'il fallait pour arriver ou pour essayer d'arriver, mais on ne l'a pas atteint, mais on a mis en place un procédé d'acceptabilité sociale. Donc, c'est important de voir que c'est un résultat qui bouge, qui peut bouger dans le temps,
Mais pour essayer de répondre directement à votre question, qui ne peut pas être trop long, je pense que l'acceptabilité sociale, ça doit se définir avec les acteurs qui sont en place. Donc, j'écoutais la présentation, j'essayais de saisir le détail de l'étude. C'est sûr que d'essayer de voir si le projet est acceptable socialement par les médias, par exemple, c'est une chose, mais je ne suis pas sûr que ça mesure exactement l'acceptabilité sociale. C'est mieux d'utiliser les médias, je pense, comme vous l'avez fait, que d'utiliser les réseaux sociaux, où là, les caisses de résonance déforment un peu la réalité ou déforment un peu l'état vraiment d'acceptabilité sociale qui hein, on veut ça polémique, on veut faire du spectacle dans les médias, on va chercher les positions extrêmes, même si souvent les journalistes vont filtrer puis vont tenter de montrer les différentes nuances puis les différentes positions. Mais au final, l'acceptabilité sociale, c'est une condition ou une norme pour la décision, pour dire si on va de l'avant. Donc, ça revient, selon moi, aux élus de décider si oui ou non on a l'acceptabilité sociale. Il en revient à leur jugement. Donc, tous les acteurs et surtout les promoteurs essaient d'y arriver le mieux possible, mais comme on dit en anglais, à la fin de la journée, c'est les élus qui sont responsables de prendre la décision. Aujourd'hui, ils prennent cette norme de l'acceptabilité sociale comme une condition essentielle pour aller de l'avant. On le voit partout, dans tous les secteurs d'activité. Mais l'acceptabilité sociale, c'est un peu ce que je dis, le pont entre la démocratie participative. On a tout fait, on a consulté, on a invité tout le monde à venir se prononcer. Et c'est le pont avec la démocratie représentative, qui existe toujours, hein, qui est toujours légitime à la fin du compte. Donc, il en revient aux élus d'apprécier cette notion-là. On la met en avant, on dit, nous, comme élus, comme responsables légitimes et représentants de la population, on souhaite atteindre l'acceptabilité sociale, mais à la fin, c'est eux, c'est elles qui décident de dire oui ou non à un projet. Parfait, je vous remercie. Et je laisserai la parole à Billy Walsh. Monsieur Walsh, vous, qu'est-ce que, selon votre expérience, selon les différents projets là, que vous avez menés ou lesquels vous avez pu observer, l'acceptabilité sociale, bien que ce soit, comme on l'a dit, une notion pas tout à fait facile à cerner, puis des définitions peut-être un peu polysémiques, est-ce qu'on doit vraiment en prendre compte, l'intégrer? Est-ce que c'est un résultat? Est-ce que c'est un procédé, comme on vient de l'entendre? Et aussi, en bout de ligne, qui est légitimement le juge là, pour cette acceptabilité sociale-là? Votre micro, s'il vous plaît. Par rapport à la légitimité, je pense que moi, je me range du côté de M. Simard. Il a tout à fait raison. Si je le prends dans un contexte, de notre côté, l'été 2020-2021, je vais prendre un exemple très concret, mais il y a eu des projets de piétonisation un peu partout sur le territoire de Montréal, sur des artères commerciales. Je n'ai pas besoin de préciser que ce sont des projets qui polarisent, qui éveillent beaucoup de ferveur et de dialogue au sein de nos organisations qui représentent ni plus ni moins les entrepreneurs d'un territoire donné, dans un arrondissement, par exemple. Et c'est sûr et certain que l'acceptabilité sociale, moi, je dirais qu'aujourd'hui, surtout dans une organisation démocratique comme la nôtre, inévitablement, c'est à la fois, je pense, un moyen, c'est à la fois aussi un indicateur de performance à la fin du projet. Mais en même temps, malgré le fait que l'on représente principalement des commerçants ou des entrepreneurs sur un territoire donné, il y a une variable qui est devenue incontournable aujourd'hui et qui est celle de la clientèle que je préfère appeler le citoyen consommateur. On est situé en plein cœur, généralement, des quartiers résidentiels. On a une posture commerciale, certes, mais on a une posture aussi qui doit absolument considérer le citoyen, parfois aussi dans un rôle de consommateur. On n'est pas le même genre de destination commerciale qu'un centre d'achat qui est refermé sur lui-même, qui travaille en huis clos, en vase clos, ou encore une zone de consommation qui se trouve à l'intérieur d'un 6 pouces carrés au creux de notre main. On a une relation qui est fondamentale avec le territoire et je pense que l'acceptabilité sociale, en termes d'indicateurs de performance, a une conséquence qui est importante, c'est-à-dire que si elle est considérée
à la fois dans les moyens et dans la finalité, elle va être génératrice de sentiments d'appartenance. Et malheureusement, je n'ai pas encore été en mesure de calculer ou d'évaluer scientifiquement quelle est la part du sentiment d'appartenance dans la performance, par exemple, d'une artère commerciale. C'est quelque chose sur laquelle on se penche présentement activement à l'Association des SDC de Montréal. Mais je suis convaincu que ça a un rôle fondamental à jouer dans la vitalité et la santé, la prospérité durable de nos territoires. Donc, je vais terminer en disant que peut-être un peu tout est dans tout. Je vous relancerai sur la question de qui sont les juges légitimes de l'acceptabilité sociale, dans la mesure où souvent on a des données probantes. On a des données scientifiques qui nous indiquent, par exemple, que de faire de l'élargissement de trottoirs, d'éloigner la circulation motorisée des usagers de mobilité active, bon, c'est une bonne pratique. Là, on a donc des données scientifiques là-dessus. On a aussi des pratiques professionnelles avec de plus en plus des professionnels qui veulent changer des choses, qui veulent justement intégrer des bonnes pratiques, ce qui se fait ailleurs, etc. Et il y a aussi les citoyens et citoyennes qui souvent ne sont pas au courant de tous ces éléments-là, que ce soit les données, que ce soit des pratiques professionnelles. Et ce sont eux et elles là, qui vont construire un petit peu cette acceptabilité sociale-là. Donc, pour justement les élus, les décideurs ou les professionnels, comment faire un équilibre, comment juger justement de cette acceptabilité sociale-là quand on sait qu'il peut y avoir des mesures qui sont réputées bonnes, qui sont faisables techniquement, nécessaires peut-être, et cette acceptabilité sociale-là. Donc, je serais portée à recommencer dans l'ordre, si vous le voulez bien. Myriam Guillemette, si vous avez une opinion à nous formuler là-dessus. C'est sûr qu'il y a un travail de terrain qui se doit d'être fait, parce que c'est sûr qu'on parle souvent de projets qui sont très, très locaux. Et souvent, il y a peut-être une absence de consultation des acteurs locaux et du suivi chez ces acteurs locaux-là. Donc, je lancerais peut-être la pertinence d'inclure de plus en plus de comités citoyens locaux qui seraient informés à chaque moment d'implantation d'un projet. Parce que c'est sûr que si on prend le pouls de la population, que ce soit juste sur les réseaux sociaux ou parmi les médias, on n'a pas souvent ce contact-là avec le citoyen qui est directement concerné par ces mesures-là. Donc, ce serait bien sûr les comités citoyens, mais dans un monde idéal, ce seraient les élus qui seraient les acteurs légitimes puisqu'ils représenteraient les citoyens. Mais il y a un travail de terrain qui, selon moi, doit être effectué pour densifier cette notion-là. Donc, de faire participer ou de mieux saisir le pouls des citoyens. Monsieur Simard, vous, comment vous voyez ça, d'être capable de tenir compte des données, des pratiques et puis des opinions citoyennes? Ça compléterait un peu la réponse de Myriam, c'est-à-dire que ça renvoie à la question un peu ce qui est en dessous, je trouve, ou ce que je ressens. C'est la question des experts. Hein? On le voit, la relation entre experts et profanes, là, si on veut, dans la littérature, dit, ben oui, de tout temps, dans la belle époque bureaucratique ou technocratique, il y a des experts qui savent, il y a des experts qui disent ça, c'est des bonnes mesures, ça, on le sait, on a fait des études, c'est ce qu'il faut faire, c'est ça qui est bien pour l'intérêt général, c'est ça qui est bien pour le développement durable. Maintenant, acceptez-le. Bon, c'est facile de dire ça, mais on rencontre un mur à chaque fois. Même si on est plein de bonnes intentions, même si on a toutes les données probantes, il faut, comme disait Myriam, créer un espace de dialogue, ce que dans la littérature, on appelle des fois des forums hybrides. Donc oui, il y a des citoyens, mais il y a aussi d'autres catégories d'acteurs. Et l'idée de ce forum hybride, c'est qu'en discutant, puis là, bien sûr, on était dans un contexte de COVID où il y avait une notion d'urgence, mais en discutant avec des acteurs qui ont des statuts différents, qui voient la ville et les différents projets de manière différente, et là, je rebondis sur la réponse de l'intervention de M. Walsh tout à l'heure, c'est-à-dire, il y a des acteurs économiques, il y a des commerçants dans ces projets-là qui sont directement impactés par ces projets-là. Et ceux-là, je dirais, ont un statut particulier. Hein? Ceux-là vont subir les effets directs de ces projets-là, des effets négatifs pour eux. Donc, il faut absolument qu'ils soient dans ces forums hybrides-là, au même titre que les citoyens, mais aussi on doit considérer dans la balance de l'acceptabilité sociale les réclamations, les récriminations qu'ils ont par rapport à ça, parce que ce sont des acteurs particulièrement touchés. Moi, souvent, je dis, quand on veut mesurer l'acceptabilité sociale, les acteurs n'ont pas tous le même statut.
il y a des acteurs qu'on doit reconnaître avec des statuts particuliers. Ceux qui sont élus, par exemple, et qui représentent légitimement la population ont un statut particulier. Quand on est dans un cas où il y a des droits, par exemple, dans des cas de projets où il y a des communautés autochtones d'impliquer, ils ont un statut particulier. Et puis après, je pense qu'il faut essayer de trouver des compromis, peut-être même aller parfois jusqu'à des mesures de compensation pour ces acteurs-là qui vont être directement touchés par les effets négatifs des projets. Donc, mais on arrive à aplanir un peu les préférences des acteurs à force de discuter dans des formes hybrides où sont présentées les différentes positions. Parfait, je vous remercie. Et M. Wall, justement, on parle de l'importance des commerçants. Comment on peut tenir compte justement de ces personnes-là qui vont être impactées fort possiblement, des citoyens aussi qui vont être impactés et qui ont besoin eux aussi d'espace pour circuler, les données probantes, la prise de décision, bref, l'acceptabilité sociale. Donc, est-ce que vous avez un complément à nous fournir à cet effet? Bien, je dirais qu'il ne faut pas négliger non plus dans la question de l'acceptabilité sociale la variable qui est celle du rapport de force ou du rapport d'influence. Et ça, malheureusement, parfois, ce n'est pas toujours basé sur une question d'expertise, de données ou de raison, mais parfois de moyens. Donc, dans toute la notion de la prise de décision qui suit ou qui est la conséquence de cette acceptabilité sociale par les élus, il y a toujours l'enjeu du rapport de force puis du rapport d'influence. Ça, c'est important. Par rapport au commerce maintenant, parce que ça fait aussi partie de la discussion aujourd'hui, je pense qu'on a parlé d'élargissement de trottoirs, de transformation du domaine public, d'amélioration finalement du cadre public pour faire en sorte que le commerce puisse et qu'en même temps, on puisse redonner ces espaces-là qui, oui, ont une vocation publique à certains égards aux citoyens. Il y a une chose, par contre, dans toute la notion d'acceptabilité sociale dans les projets qui touchent, par exemple, les artères commerciales, ce qu'on constate, c'est que le commerce, en fait, ne bénéficie pas d'une attention scientifique et de la part de la planification. Et je m'explique. Quand on a fait des projets de piétonisation, puis avec un peu de prévisibilité, on s'est rendu compte que pour les restaurateurs, les bars, les terrasses, c'était le Klondike, c'est magnifique. De l'autre côté, on a des commerçants de détail qui ont pignon sur rue, briques et mortier, qui, eux, sont peut-être issus aussi d'un modèle d'affaires qui n'a peut-être pas aussi changé, qui n'a pas changé aussi rapidement que d'autres entreprises qui sont arrivées il y a peut-être 10 ans, il y a peut-être 5 ans, et qui ont été de façon fulgurante transportées dans un autre univers économique grâce à la COVID, le commerce électronique. Quel sera l'impact de ces projets-là sur le commerce de détail? Moi, j'ai un grand point d'interrogation parce qu'aujourd'hui, je crois que le commerce dans la ville, tel qu'il se retrouve, puis je vais les nommer, mais sur une rue comme Masson, Mont-Royal, Saint-Laurent, Wellington, Ontario, ce sont un service, pour moi, ils représentent un service aux citoyens. Ils font partie de la qualité de vie, du mode de vie urbain, et ce ne sont plus nécessairement juste des lieux transactionnels. Ça fait partie du package, excusez-moi l'anglicisme, du package d'offres de services que la ville peut offrir. Le danger qu'on a à ne pas avoir de données scientifiques sur la transformation du commerce qui est en une mutation accélérée présentement, on risque peut-être de se réveiller demain matin avec un effritement considérable du commerce de détail sur nos artères. Et comment serons-nous en mesure de se procurer les biens dont on a besoin? Bien, encore là, on va aller dans d'autres destinations pour être capable de le faire ou on va commander des camions de livraison en avant de chez nous pour être capable de les recevoir. Donc, au change, on n'aura rien gagné parce qu'au niveau de l'empreinte de carbone, on sera à peu près égal, sinon peut-être même pire, mais on aura perdu un service aux citoyens. Donc, dans toute cette notion-là d'acceptabilité sociale, j'en reviens peut-être au début de ce que je voulais dire, mais je ne l'ai pas dit, la transparence, la communication et la donnée, ces trois éléments qui sont fondamentaux, je pense, pour des projets de transformation urbains comme ceux des artères commerciales en artères piétonnisées, comme on l'a vécu en 2020 et en 2021. Je vous remercie pour ces précisions. Et là, je vous amènerai comme à peut-être un autre niveau, à l'urgence climatique.
parce qu'on a parlé de la crise de santé publique, là, le lié à la pandémie, mais avec l'urgence climatique, il y a une autre crise de santé publique et environnementale, évidemment, et économique et sociale aussi, qui nous prend un petit peu au bout du nez. Et il y a des problèmes aussi liés là, à la sédentarité, notre dépendance à l'automobile. Donc, le projet de repartage de l'espace public qu'on a vu dans le cadre de la pandémie, bien, on risque d'en voir d'autres et d'en souhaiter d'autres, ou des données nous disent qu'il en faut d'autres. Donc, compte tenu de ce qu'on vient de discuter, là, et comment on pourrait s'y prendre pour favoriser l'adhésion à ces changements importants là, dans l'aménagement des villes, compte tenu aussi qu'on dit on veut impliquer plus les citoyens dans la prise de décision, du moins dans la consultation. Par contre, on sait des fois que la représentativité des citoyens dans certains comités n'est pas nécessairement là aussi. Puis là, je fais un peu de pouce aussi avec les commentaires que j'ai reçus dans le chat des personnes du public qui assistent. Et aussi, on le sait qu'il faut faire des changements parce que ce n'est pas tenable actuellement, là, notre mode de développement. Donc, compte tenu de cette urgence-là des éléments aussi d'importants de l'acceptabilité sociale, mais de la représentativité des citoyens, etc., quelles seraient les bonnes et les mauvaises pratiques qu'on devrait développer ou au contraire ne pas avoir, parce qu'une mauvaise pratique, on ne la veut pas, évidemment, pour favoriser l'adhésion de la population, des citoyens à ces changements-là qui semblent quand même pas mal nécessaires. Donc, je serais portée à céder la parole à Myriam dans un premier temps, puis après à Louis, puis finalement à Billy. À toi, Myriam, s'il te plaît. Je crois qu'il y a un gros travail quand même en amont de l'implantation d'une mesure qui serait peut-être, comme on l'a vu, les VAS ou la REV. C'est sûr qu'on ne peut pas forcer la population à faire plus d'activités physiques. Il faut, par exemple, mobiliser les institutions partenariales. Donc, je crois qu'il y a un travail qui doit se faire avec notamment les écoles, les centres pour personnes âgées, même les milieux de travail, comme on a pu le voir avec les incitatifs, par exemple, à Paris, pour les déplacements actifs des employés. Mais il y a ce travail qui doit être fait en amont de venir favoriser avec différents partenaires l'activité physique. On ne peut pas juste implanter des mesures et se dire la population va suivre et elle va faire plus d'activité physique. Donc, de créer cette envie-là chez les citoyens va nécessairement favoriser l'acceptabilité sociale des projets qui permettraient également en aval de favoriser les déplacements actifs, selon nous. Merci. Louis? Je pense qu'on ne peut pas s'en sauver. On doit absolument, même dans des conditions d'urgence, même dans des conditions où on sait très bien que c'est pour le bien de la population en général, aujourd'hui, en 2021, on ne peut pas s'en sauver. Il faut faire un travail d'amont. Il faut faire un travail avec du temps. Il faut multiplier les sources d'information. Et bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on va convaincre tout le monde. Bien sûr qu'il va y avoir des résistants. Et si on fait comparaison avec ce qu'on voit là, ces jours-ci dans l'actualité avec les extrémistes là, qui sont devant les hôpitaux et devant les écoles, etc., qu'est-ce qu'on fait? On en arrive donc à adopter des lois puis à prendre des mesures coercitives extrêmement radicales qui, aujourd'hui, nous semblent un petit peu passées, qui ne sont pas de notre temps, d'une certaine manière, parce qu'on est dans une culture de concertation, d'information, de sensibilisation depuis longtemps. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que même si on a des exigences de représentativité, je reviendrai à la réponse de Billy tout à l'heure, il y a un rapport de force qui est en place. Les élus qui sont les ultimes décideurs et qui sont à la fin de la journée les ultimes responsables et imputables de nos décisions. C'est pour ça qu'il faut faire toujours le pont entre la démocratie participative qui veut aller jusqu'à l'acceptabilité sociale, puis la démocratie représentative qui est là, qui est l'ultime rempart. C'est là finalement que la décision se prend et ce sont ces personnes-là qui sont imputables. On n'est pas en amont dans un processus parfaitement démocratique. On n'est pas en amont non plus dans un sondage parfait qui voudrait à mesurer tout le monde en même temps, tous pareils. On est dans une lecture qui va finalement être politique de ce qui va être décidé. Donc, c'est une norme pour la décision, mais cette norme-là d'acceptabilité sociale, elle doit être prise en contexte.
Puis à la fin, elle est relativement souple, mais puis à la fin, c'est le politique qui prend sa décision. Donc, ce qu'il faut éviter, je vais compléter, c'est surtout des mesures précipitées, c'est surtout des consultations à la va-vite, c'est surtout des dispositifs de participation bâclés où finalement on arrive à la fin puis qu'on dit, ben, on avait consulté tout le monde là, très rapidement, en ligne, unidirectionnel, et puis finalement la décision était déjà prise. Ça c'est vraiment la grosse erreur à faire. On crée encore plus d'opposition quand on fait un simulacre de participation que quand on prend notre temps puis on essaie d'intégrer les acteurs qui comptent vraiment puis qui sont directement concernés, qui ont des enjeux spécifiques, comme par exemple tout à l'heure les commerçants dans les cas qu'on a vus. Merci. Billy? Deux choses rapidement par rapport au contexte que vous avez énoncé dans votre question, les changements climatiques, la transition écologique. On aura sûrement à faire face à des urgences, un peu comme on y a fait face en 2020. Je vais vous parler de notre expérience. Je pense que c'était au début du mois d'avril. Le confinement a été déclaré le 13, si ma mémoire est bonne. Début avril, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait là? Parce qu'on arrive dans la période d'été. Il y a des commerçants qui sont présentement dans le doute, tout comme la population. On réagit rapidement parce que pour des raisons de santé publique, un, et deux, pour des raisons de positionnement, je vous dirais, concurrentiel en termes de destination commerciale, on s'est dit que la piétonisation allait être une bonne chose pour une majorité à la fois de commerçants et de citoyens consommateurs. Malheureusement, étant donné l'urgence, cette consultation qui devait se faire un peu plus via les outils web s'est fait peut-être très rapidement. Il y a eu beaucoup je vous dirais, il y a eu des manquements. Définitivement, ça n'a pas été parfait. Par contre, une des clés, je vous dirais, dans le sentiment d'urgence puis dans un projet qui n'est peut-être pas réalisé parfaitement, vous l'avez mentionné tout à l'heure, Myriam, c'est notre capacité à s'adapter. Notre capacité à être capable de dire on a fait une erreur, on est peut-être allé trop vite, on était de bonne foi. Tout dépendamment des impacts, évidemment, économiques ou de l'investissement qui est en place, est-ce qu'on est capable de revenir en arrière et de moduler le projet pour faire en sorte qu'il soit socialement acceptable? Et je pense que ça, c'est une des clés ou c'est un apprentissage, en tout cas, que moi, je conserve de l'urgence, c'est de ne pas penser qu'on a raison et d'être à l'écoute et d'être flexible. Maintenant, dans toute cette grande question-là du changement qui nous vient avec la transformation, la transition écologique, je pense qu'il faut se donner du temps. Il faut se donner du temps, puis c'est un changement d'éducation, en fait, fondamental qu'il faut faire par rapport à notre propre zone de confort et par rapport à nos propres besoins, puis notre posture envers les autres, puis envers la planète. Et ça ne se fera pas en l'espace d'un mois, 2 mois, 3 mois ou à coup de projet. C'est un projet de société, puis on doit commencer à en parler tout de suite. Myriam avait tout à fait raison, ça commence dans les écoles. Puis je termine sur l'anecdote. Cet été, sur Wellington, on a accepté la cohabitation entre les piétons et les vélos sur le site de la piétonisation. Ça a créé quand même un certain brouhaha au début parce que certains étaient pour, d'autres étaient contre. Et à l'usage, on a constaté que si on veut poursuivre dans cette voie-là, le projet qu'on est en train de mettre en place, on ne le réussira pas cette année. C'est que chaque année, par l'éducation, par les gestes de communication qu'on va poser, on va être capable de faire changer le comportement des usagers, de ceux à la fois qui verraient un certain danger et de ceux qui peuvent provoquer le danger. Mais il ne faut pas penser que dans un changement de comportement, on est capable d'arriver sans l'urgence à imposer quelque chose puis que ça marche du premier coup. Fait que, se donner le temps et être flexible. Et je serais portée une petite dernière question qui me brûle un peu en vous entendant. C'est oui, il faut se donner du temps. Bon, certains vont dire on n'a plus beaucoup de temps, puis quand c'est une urgence climatique ou de santé publique, le temps, bon, c'est quelque chose qui nous file entre les doigts. Mais comment on peut justement convaincre les opposants? Ou comment on peut mobiliser les alliés pour nous aider à convaincre les opposants. Mais justement, Billy, vous avez sûrement dû voir des opposants à certains projets. Comment avez-vous réussi à les convaincre? Il y a un noyau dur qu'on ne changera jamais. Puis ça, je pense qu'il faut l'accepter, puis après avoir le leadership de nos décisions, puis assumer les décisions qu'on prend, puis peut-être avoir un peu le vent contre nous. Ça, ou en tout cas, pas toujours
idéalement, ça prend un seuil critique, puis je ne l'ai pas encore, le seuil critique d'acceptabilité. Est-ce que c'est 60 %? Est-ce que c'est 50 %? Chose certaine, le jour où on décide de prendre des décisions comme celle-là et que les décisions sont concertées, parce que nous, quand on va de l'avant, par exemple, dans une association pour transformer une artère en piétonisation ou tout autre projet d'aménagement, bien évidemment, celui-ci est toujours validé ultimement par les élus. On ne le fait pas seul, on le fait en collaboration avec les gens qui ont ultimement la légitimité de prendre la décision. Mais je pense qu'il faut juste, quand on a le sentiment de bien avoir fait notre travail et qu'on ne peut pas se faire reprocher de ne pas avoir consulté, de ne pas avoir transmis la bonne information et de ne pas avoir créé de billets dans l'information qu'on transmettait et que la décision a été prise de façon démocratique à l'intérieur de nos associations, de nos organisations, il faut accepter une part de mécontentement puis y faire face. C'est tout. Puis ça, je pense que ça serait faire du leadership. Parfait. Merci. Louis? Je pense que c'est des notions qui ont été abordées déjà. Je pense que l'idée d'être capable d'arriver à des compromis avec les acteurs les plus récalcitrants ou les plus opposés, d'être capable de montrer ce que j'appelle souvent la traçabilité de la participation publique, c'est de montrer qu'il y a des ajustements qui ont été faits, montrer qu'on a pris en compte. Pas juste dire on vous a consulté pendant 2 mois, voici maintenant le projet. Il y a un effort de montrer les effets de la participation publique pour convaincre les acteurs qu'il y a des effets positifs à leur participation. En même temps, il faut aussi, dans un contexte d'urgence, puis ça, on l'a vu beaucoup là, dans différentes occasions dans la COVID, montrer qu'on n'a pas la vérité, on a beau être des experts éclairés, on n'a pas la vérité et il faut justement être capable d'arriver à modifier les choses en cours de route. Dans la littérature, les auteurs qui ont appelé ça l'action mesurée, c'est-à-dire on ne fait pas des projets une fois pour toutes, merci, bonsoir, mais en mettant en place les projets, on prévoit des possibilités de modification en fonction de l'expérience qu'on rencontre. Et je pense que Billy montrait un très bon exemple là, avec la cohabitation des piétons et des vélos. Il faut le prévoir dans nos projets, cette possibilité de modifier, d'avoir une action qui est mesurée et non pas une action qui est là pour toujours. Ça aide justement dans ces contextes-là d'urgence à modifier les projets parce qu'il faut lancer souvent les choses rapidement, mais on laisse des portes ouvertes. Par exemple, l'idée d'un projet pilote, l'idée des choses comme ça, justement pour apaiser les oppositions. D'accord, merci. Et Myriam, peut-être un peu à la lumière là aussi des résultats de recherche, comment vois-tu, toi, comment on peut convaincre les opposants et mobiliser les alliés si c'est l'équation là, qui va ensemble? Et il y a aussi, il faut prendre en considération que souvent les alliés, les opposants vont être en relation dans des relations qui vont être externes à celles de travail. Donc, il y a quand même un travail qui peut se faire à la maison, de voir aussi par rapport aux personnes qu'on connaît, qui peuvent être contre les changements qui permettraient de répondre à ces enjeux de changement climatique, mais il y a aussi une certaine culture qui se fait de personne à personne, de voir, c'est sûr qu'il va toujours avoir des oppositions, mais il y a moyen de voir un peu même qu'est-ce qu'on connaît, comment est-ce qu'on peut, nous, arriver en tant que personnes favorables à cette transition-là et de suggérer à nos connaissances nous-mêmes, à nos collègues, pour les étudiants, aux autres étudiants, de voir, il y a possibilité tout de même de garder souvent ce cap économique-là, mais de favoriser une transition qui serait plus énergétique. Et puis, merci Myriam. Et dans les questions du public, il y a une question qui émerge. On se pose la question, dans les différents mécanismes d'acceptabilité sociale, puis donc les mécanismes de consultation, je présume que c'est sous-jacent à ça dans les questions, comment on est capable de capter, en fin de compte, l'expression des acteurs de la minorité silencieuse qui peuvent peut-être être en accord avec ces propositions-là? Est-ce qu'on est vraiment capable de leur donner la parole ou, au contraire, c'est plus les opposants là, qui ont plus de temps d'antenne, je peux dire. Donc, la question, peut-être, Louis, si vous voulez y répondre, c'est comment on peut voir que vraiment les gens qui sont en faveur, est-ce qu'ils peuvent vraiment s'exprimer? Est-ce qu'il y a des mécanismes qu'on peut mettre en place pour s'assurer que la minorité silencieuse puisse s'exprimer?
Et ça reste toujours un défi, hein, ces mécanismes de participation publique. Là, vous avez bien fait, Sophie, de faire la distinction entre l'acceptabilité sociale, qui est un résultat, qui est un état, puis la participation publique, qui est le processus pour éventuellement arriver à l'acceptabilité sociale. Mais ça a toujours été un défi. Les travaux scientifiques universitaires le montrent. Il y a des couches de la population qui sont toujours beaucoup plus difficiles à aller chercher. Je pense par exemple aux jeunes. Je pense, quoique là, on utilise des moyens spécifiques pour eux via les réseaux sociaux. Mais par exemple, les aînés, par exemple, les communautés autochtones, il y a des dispositifs de participation publique qui conviennent, qu'il faut mettre en place pour aller chercher ces différents groupes de notre société qui se manifestent. C'est toujours les mêmes souvent qu'on va voir dans les processus de participation publique. Les acteurs les plus forts, les acteurs qui ont déjà beaucoup de ressources, les acteurs qui sont habitués de participer à ça. Donc, c'est parfois un exercice de lobbying plutôt qu'un exercice de participation citoyenne. Mais avec l'expérience, avec le temps, on a développé, puis il y a des firmes, il y en a plein de firmes spécialisées au Québec qui ont développé des mécanismes spécifiques pour aller chercher ces acteurs-là. Et il faut le voir pour les promoteurs comme un investissement à le faire. C'est-à-dire que par la suite, comme Billy disait, on est capable de montrer qu'on a fait tous les efforts, on est capable de montrer qu'on a pris le temps et qu'on a eu une approche adaptée de participation publique. Donc, ça donne plus de légitimité et de crédibilité à nos décisions aussi par la suite. Mais il y a des efforts spécifiques à faire pour aller les chercher, ça c'est clair. C'est reconnu. Merci, Louis. Billy, je vous demanderais si vous pouvez nous donner des exemples, justement, comment vous avez pu aller chercher la majorité silencieuse, si vous y avez réussi. Et puis, ça nous permettrait, ou ça vous permettrait aussi peut-être de partager un peu votre opinion. J'ai une autre question qui nous dit, on est toujours dans un modèle de participation publique, genre information, consultation. Et puis, il y a des gens ils commencent à connaître comment ça fonctionne, tout ça. Ils sont peut-être essoufflés de participer. Donc, est-ce qu'il y a des moyens qu'on peut mettre en place justement pour aller chercher la majorité silencieuse dans des façons peut-être plus participatives? On aime beaucoup être sur la rue, sur le terrain. Myriam en parlait un peu plus tôt. Donc, intercepter monsieur, madame, tout le monde un peu dans une situation inattendue. On veut savoir qu'est-ce que vous pensez de telle situation, qu'est-ce qu'on pourrait proposer plutôt que ça. C'est quoi la solution selon vous à cet enjeu? Dans le cadre de la piétonisation, généralement, c'est intéressant chez nous parce bon, évidemment, on communique majoritairement, presque exclusivement aussi aujourd'hui de façon numérique avec nos membres. Et on est toujours sur un taux je dirais, de réponse, tout dépendamment de l'enjeu, mais 25-30 %. Dans le cas de la piétonisation, on est allé cogner directement chez eux, équipés de tablettes numériques pour être capable d'aller recueillir leur information. Puis c'est intéressant parce que oui, effectivement, je pense par exemple aux communautés allophones. Les communautés allophones sont sur une affaire commerciale, ils sont peut-être pas nécessairement, ou ils n'ont peut-être pas nécessairement tous les outils pour être capables de faire parler, faire parler, lapsus, mais quand même, de faire partie de cette communauté-là, qui est celle, par exemple, de Wellington ou toute autre affaire commerciale où il y a une langue prédominante. D'aller dans leur commerce et de prendre le temps de parler à ces gens-là et de leur laisser le temps de s'exprimer sur des enjeux, souvent, ça donne la parole à des personnes qui, de façon naturelle, ne se retrouvent pas dans ces forums-là et n'ont pas nécessairement la voix pour être capable de mentionner ce qu'ils veulent. Maintenant, quand on a un immense bassin à consulter, ça devient de plus en plus difficile, puis assez onéreux, puis énergivore en temps. Mais je pense que la rue, l'achalandage demeure un endroit super intéressant pour être capable d'aller chercher le pouls de la population. Puis, tu sais, je trouve ça toujours important d'aller chercher cette majorité silencieuse, de démontrer qu'on a fait des efforts pour aller la chercher. Mais en parallèle, tu sais, je mets ça avec les élections fédérales qui vont chercher un taux de votation de 50 %. Je me dis que c'est le geste démocratique le plus important que la société civile a à faire. Puis déjà, dans ça, on n'est pas capable d'aller chercher un score qui, selon moi, devrait être beaucoup plus élevé. Donc, excusez-moi l'anglicisme, mais there's so much we can do. Merci, oui, c'est intéressant. Vous faites un
peu le parallèle avec les élections récentes. Je terminerai par une dernière petite question par Myriam, puis après, là, les autres panélistes, là, vous êtes invités à nous partager votre opinion. Qu'est-ce qu'on doit retenir de l'expérience de la COVID avec bon, les différents aménagements, les différents projets qui ont eu lieu, que Myriam nous a présentés, entre autres? Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir de l'expérience de la COVID pour l'aménagement d'une ville active et sobre en carbone pour les prochaines années? Qu'est-ce qui doit rester pérenne? Quels sont les enseignements, l'enseignement qui est le plus important selon vous? Vas-y, Myriam, s'il te plaît. Je dirais que la pandémie de COVID-19 a quand même montré qu'il y avait une ouverture de la part des citoyens pour réduire ces déplacements de tout solo, mais aussi de voir un peu ce sentiment d'appropriation de leur ville. Donc, il y a beaucoup de citoyens, en fait, qui se sont mis à profiter pour la première fois des aménagements qui étaient proches de leur lieu de résidence, mais ça démontre aussi un phénomène qui est déjà démarré, qui est l'amélioration de l'espace public. Donc, ça a montré pas nécessairement qu'il n'y avait pas assez d'espace public, mais que souvent les espaces publics n'étaient souvent pas adaptés aux réalités, qui n'étaient pas inclusifs, qui n'étaient pas diversifiés, mais aussi qu'ils ne favorisaient pas les déplacements actifs. Donc, ça démontre qu'il y a un travail on s'insérait déjà à l'intérieur, mais qu'on doit poursuivre parce qu'il y a une volonté de la part de la population d'aller vers cet accroissement des transports actifs. Intéressant, merci. Louis, s'il vous plaît? Ben, je pense que ce que moi je retiens, même si je ne connais pas les projets, à part ce que j'en ai entendu aujourd'hui, je pense qu'on l'a dit, le travail en amont est très important, l'accorder, de prévoir une diversité dans ces espaces de discussion et ne pas nécessairement prendre pour acquis l'idée que tout le monde est égal. Il y a des acteurs dont la position va être plus importante parce qu'ils sont, eux, directement concernés par ces projets-là. Leur quotidien va changer, leurs activités d'affaires vont changer. Donc, il y a des acteurs. Là, je pense aux commerçants, mais pas que ceux-là. Par exemple, on l'a vu des personnes âgées avec le transport en commun dans d'autres projets, c'était le cas. Donc, dans un contexte d'urgence, encore plus que jamais, prévoir des modifications, prévoir une agilité. Je n'aime pas toujours le mot parce qu'on y met des fois un peu n'importe quoi, mais je pense que c'est ça un peu l'idée, c'est d'être agile. Ça veut dire se remettre en question après 1 an, après 2 ans, pour modifier les projets qu'on a faits parce qu'on a fallu les faire vite. On était sûr que c'était une bonne idée, mais on peut apporter des changements par la suite sur la base de l'expérience puis du positionnement des acteurs. Parfait, merci, c'est intéressant. Et Billy, quel est le grand enseignement qu'on doit retenir qui sera bon pour les prochains défis? Pour la question de l'acceptabilité sociale, je pense que Myriam et Louis le résument et en témoignent beaucoup mieux que moi. Par contre, je vais me ramener peut-être un peu plus au plancher des vaches sur les artères commerciales parce que c'est là où je trouve qu'on a, de notre côté, appris le plus de choses. Les planifier, les observer, les comprendre et ne pas tomber dans le piège de vouloir faire des artères commerciales des lieux publics. Mais par contre, de faire en sorte que la fonction transactionnelle, qui est devenue la fonction peut-être principale, malheureusement aujourd'hui sur les artères commerciales, soit complétée par des fonctions sociales et culturelles importantes. Et travailler d'une certaine façon dans une forme je vous dirais, de planification un peu transversale. On doit avoir plusieurs expertises, plusieurs spécialités qui se penchent sur la question parce qu'il y a là un potentiel de renaissance qui est exceptionnel. On l'a vu pendant l'été, je veux dire, ce sont des lieux où les gens veulent se rassembler, veulent avoir des rapports humains, veulent avoir des interactions. Comment on peut favoriser ce comportement-là humain qui, je pense, s'inscrit dans un contexte de transition écologique sans nécessairement aller dans l'autre spectre puis en faire purement des espaces publics, considérer toujours une fonction commerciale qui est importante parce que, je le répète, je pense quand même qu'il y a là un service aux citoyens et voyant la transformation du commerce de façon mondiale et très macro, il y a quand même un danger de perdre quelque chose d'important pour la population en proximité. Non, merci de nous souligner ces enjeux-là, effectivement. Donc, je vous remercie pour les différents commentaires que vous avez partagés.
Je laisserai la parole à Blaise Rémiard là, du CRA Montréal pour le mot de la fin. Ah ben, le mot de la fin, c'est un grand merci à vous quatre pour cette discussion vraiment importante et très intéressante. J'ai très hâte de repartager la vidéo de cette discussion à de nombreuses personnes, ça va être très éclairant. Évidemment, l'enjeu de l'acceptabilité sociale, ça revient toujours quand on parle de changement de comportement, changement d'aménagement. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, on a eu de très, très, très bonnes clés et de beaucoup de nuances pour utiliser cette notion-là et puis finalement favoriser les meilleurs projets et puis la plus grande adhésion au changement. Alors, bien, vous quatre, je vous remercie beaucoup. Et puis, les gens qui ont suivi ça ce midi avec nous, merci à vous également. Je vous invite à aller faire un petit tour sur le site des Rendez-vous de la mobilité durable de Montréal pour voir les quelques événements qui restent d'ici la semaine prochaine. Et puis, voilà, je vous souhaite une excellente journée et puis des milieux de vie favorables à l'activité sociale, économique et environnementale pour tous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir, collègues. Merci. Là, à la prochaine.